Je vais vous dire un secret, c'est pas vraiment un secret puisque quand on est filmé c'est pas terrible les secrets. Vous êtes des super étudiants, c'est-à-dire j'ai pas trouvé l'équivalent depuis. Voilà, et j'avais aussi organisé le petit écho. Voilà, donc George Friedman, je pense que vous savez pas qui c'est. Je préviens tout de suite, je suis pas spécialiste de George Friedman. Mais il m'a été demandé d'intervenir sur lui, donc je le fais et je remplace donc quelqu'un qui devait parler à ma place et qui était bien meilleur que moi, tant pis pour vous, mais pas de George Friedman. Deux petits livres, si vous devez en lire que deux, si vous devez en lire 15, 7 études sur l'homme et la technique, qui est un recueil d'articles, et le travail en miettes, où va le travail. En 1950, le travail en miettes des années 60, spécialisation et loisirs. Voilà, s'il n'y en a que deux que je conseille, c'est ces deux-là. Je vais donc vous parler de George Friedman, de sa vie, de son œuvre, et je vais ouvrir sur des questions. Donc je vais d'abord exposer très vite fait Enfin, vite fait. J'ai jusqu'à quelle heure, Sacha? Jusqu'à 16h30. Ok, j'ai 3/4 d'heure. Oui, puis je remercie Cléo, comme je suis ravi d'être ici, c'est grâce à toi. Donc le premier temps, j'expose qui est George Friedman, sans être spécialiste. Le deuxième temps, je joue sur des questions autour de deux concepts, milieu technique, culture technique, pour essayer de faire le lien, de peur d'oublier par la suite, avec des gens dont vous avez déjà entendu parler. Le concept de milieu technique, je reviendrai dessus à la fin, je vais conclure dessus. Il est créé, le terme, par deux personnes en France, qui sont respectivement George Friedman et Leroi-Gourhan. Donc Leroi-Gourhan, maintenant on va essayer de ce que c'est. Tous les deux le créent au même moment, dans les années 45, de leur côté, donc indépendamment. Ils n'ont pas la même notion du milieu technique. Le concept de culture technique dont je parlerai, il est aussi pas mal défendu par Friedman, qui a beaucoup travaillé sur l'enseignement technique. Mais le vrai concept de culture technique, c'est Gilbert Simondon, que vous le trouverez, qui emploie aussi le concept de milieu technique, mais dans un sens qui ne sera pas employé ici. C'est-à-dire que quand il parle de milieu technique, Simondon, milieu technogéographique pour être précis, c'est le milieu de l'individu technique. Donc c'est le milieu il applique à l'individu technique. Là, quand je vous parle moi de milieu technique, c'est le milieu de nous, c'est notre milieu à nous, êtres humains. Et quand je parle de culture technique, c'est notre culture à nous. Pourquoi Friedman est intéressant? Parce que c'est un homme qui a changé d'avis. Bon, c'est un intellectuel influent qui a parcouru tout le siècle riche d'histoire, un grand militant, un grand humaniste, père de la sociologie du travail, grand philosophe des techniques, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment posé des questions sur les techniques. S'il est intéressant, c'est que c'est un homme qui a changé d'avis au cours de sa vie, en gros, il y a une période avant-guerre. Pendant la guerre, il commence à changer ses concepts. Et après-guerre, et son ultime livre, qui nous mène en 1970, La puissance et la sagesse, est un testament intellectuel, une biographie sur lequel il revient sur sa vie et il contredit ses premiers livres. Et le simple fait d'avoir ce revirement est intéressant, c'est assez rare. Voilà pourquoi il m'intéresse. L'histoire intellectuelle personnelle de George Friedman, marquée de brisures qui sont celles de son siècle, la tension jamais résolue dans son œuvre entre un positivisme marxisant et un humanisme romantique. Donc positivisme marxisant d'un côté, humanisme romantique de l'autre, tension difficilement compatible. Cette citation, je la dois à François Vatin et le gros de mon argumentation, je lui dois. Donc, pour opposer très schématiquement les deux Friedman, le jeune et le vieux, le jeune progressiste, plein de confiance, le vieux qui à la fin de sa vie est plutôt pessimiste, comme ça vous allez être de plus en plus. Le premier défend un machiniste marxiste, le second défend un humanisme spiritualiste. Le premier défend le jeune Marx, le second critique Marx qui a négligé le pouvoir du milieu technique. Il a surdénominé le pouvoir politique et il a négligé le pouvoir du milieu technique et donc avec lui l'homme intérieur, spirituel qui pourrait faire face au pouvoir du milieu technique. Tout ça je préciserai. Le premier, Friedman, croit à la libération par la science. Il croit que plus on en sait, plus on a d'armes, c'est un gros classique,
plus on en sait, plus on a d'armes pour prendre connaissance de nos déterminismes, pour se libérer. Et à la fin, il ne croit plus à la libération par la science, c'est-à-dire qu'il ne croit plus du tout que le progrès scientifique et technique sera susceptible de sauver l'humanité. Voilà, très grosso modo, la tension dont on va parler. Je vais vous dire quelques mots de sa vie. Donc, 3/4 d'heure, je vais essayer de faire plus vite. Il est né en 1902, il est mort en 1977 dans le 16e arrondissement de Paris. Ça dit son origine sociale. Il est mort là où il est né. C'est un grand bourgeois, très très riche. Et c'est intéressant parce qu'il a toujours très très mal vécu sa richesse. Donc il a fait des revues de philosophie à but non lucratif évidemment. Mais c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles il s'est tourné vers le monde ouvrier, c'est qu'il avait un certain complexe d'héritier qui a traîné toute sa vie. Donc, c'est l'homme, je disais, philosophe des techniques. Il vient de philosophie et la sociologie de la technique, c'est toute sa question. La technique en tant que travail, la technique en tant que milieu, la technique en tant que culture, la technique en tant que loisir, la technique en tant que destin. Là, je vous ai un peu résumé son parcours à propos de la technique. Juste quelques mots sur pourquoi il est intéressant pour nous. C'est typiquement celui qui est entre SHS et SPI, entre les sciences sociales et les sciences pour l'ingénieur. Il a d'abord fait des études orientées vers la chimie industrielle. Il a présenté pour entrer à l'école normale supérieure de chimie. Il a finalement choisi la philosophie à l'école normale supérieure. Plus tard, il retournera quand même vers les techniques avec un apprentissage de mécanique à l'école professionnelle d'Hydro. Puis il apprendra le russe pour aller découvrir ce qui se passe en URSS. Il fera plusieurs voyages qui donneront lieu à 2 livres. Puis il enseignera 4 ans à l'école Boulle, aujourd'hui école de design. Avant d'en être exclu en application des lois anti-juives du gouvernement de Vichy en 1939. Donc là, il part en zone libre, à Toulouse exactement. Donc là, il passe 6 ans à Toulouse, comme beaucoup d'intellectuels de l'époque, en zone libre, où il se crée tout un réseau de résistants et d'intellectuels qui arrivent à produire énormément. C'est toujours fascinant pour nous de voir comment on peut encore produire des thèses dans cette période tout à fait sérieuse. Voilà. Et après la guerre, il revient à Paris. Je cite Friedman. En avril 1945, je suis appelé à Paris par René Capitan, ministre de l'Éducation nationale, nommé par lui inspecteur général de l'enseignement technique et chargé d'un difficile boulot, dépéniser les centres d'apprentissage corrompus à travers la France par Maréchal Nous voilà. Donc ça c'est en 1945, donc il devient donc inspecteur général de l'enseignement technique. Pour l'année suivante, devenir professeur d'histoire du travail, de sciences du travail au Conservatoire national des arts et métiers, dans lequel au CNAM, où il restera longtemps. Et ensuite, il participe avec d'autres à vraiment l'institutionnalisation de la sociologie française. C'est la renaissance de la sociologie française, qui après Durkheim voilà, avait eu un petit creux pendant la guerre. Et il présidera, pour finir, l'Association internationale de sociologie. Voilà. Le seul point qu'on retient de sa vie, c'est que son parcours professionnel, il a toujours eu un pied dans le monde de l'enseignement technique et un pied dans le monde des sciences humaines. Il a toujours croyé, donc très pied, l'enseignement technologique. Voilà pourquoi il est intéressant pour qui réfléchit à la culture technique. Ses œuvres, donc, on va les voir en 3 temps. Je vais évidemment pas tous les énumérer, j'ai pas lu tout Friedman. J'ai lu très attentivement 30%, 40%, j'ai parcouru 60%. Il a énormément écrit, plein d'articles que j'ai pas tout lu, donc on va juste donner quelques repères avant-guerre, pendant la guerre et après-guerre. Avant-guerre, il y a ces 2 ouvrages sur l'URSS qui s'appellent Problème du machinisme en URSS, mais dans les pays capitalistes, et de la Sainte Russie à l'URSS. Je les laisse de côté, je me concentre sur 2 ouvrages juste. Le premier, La crise du progrès, esquisse d'une histoire des idées. C'est un bouquin de 1936. Pour dire très vite, ce livre, c'est la crise. Il questionne la crise du progrès. Il critique les critiques du progrès. Il les expose, puis il les critique. Ce livre donc, dénonce les pourfendeurs du progrès technique. Et pour le dire vite, il défend un marxisme progressiste. C'est-à-dire que le progrès technique mis entre de bonnes mains de lui, ce qu'il juge une idéologie progressiste, voilà, mènera
n'est pas à condamner. Le progrès technique n'est pas à condamner en soi. Si les ouvriers reprennent possession, ça c'est le discours comme marxiste classique, si les ouvriers reprennent possession des moyens de production et donc des moyens techniques qui sont avec eux, s'ils reprennent possession, alors les nouvelles techniques, dont le travail à la chaîne, je reviendrai, peuvent être libératrices. Dans sa thèse, Problème humain du machinisme industriel, 46, donc 10 ans plus tard, il introduit en France la nouvelle sociologie du travail américaine. Mais ce livre, en réalité, il a été écrit avant-guerre, donc c'est pour ça que je le mets dans la première période. En fait, les deux livres dont je vous parle étaient 2 tomes intitulés « Machine et humanisme ». Je ne vais pas rentrer dans les détails, comprenez bien qu'en tout cas, au début, c'est un des premiers à vraiment s'intéresser à la question de la technique, à la place de la technique dans le travail, et un premier à faire une sociologie empirique très sérieuse, très détaillée, où il va vraiment observer dans les usines la manière dont l'organisation scientifique du travail se déroule, la manière dont l'interaction ouvrier-machine se passe, etc., etc. Mais son programme général est bien de concilier machinisme et humanisme. Donc un programme, je pense que vous avez tous implicitement, vous opposez pas dans votre tête machinisme et humanisme, parce que vous vous dites quand même un peu humaniste, et vous travaillez pour les machines. Voilà, à la même, toujours avant-guerre, il mûrit son livre qui paraîtra en 46, mais bon, on est en pleine... Donc, sur Leibniz et Spinoza. Donc je vous ai dit qu'il était aussi philosophe, Leibniz et Spinoza, on ne peut pas plus métaphysique classique. On va dire quel rapport entre les deux, il n'y en a pas d'évident. Si ce n'est que dans son ouvrage sur Leibniz et Spinoza, il réfléchit au mal, au bien et surtout à ce qui est essentiel chez la théodicée de Leibniz et dans l'éthique de Spinoza, comment penser la liberté dans un monde de nécessité. Alors dit comme ça, on ne comprend pas bien avec Marx, le lien avec Marx, avec le travail. Mais en fait, il y en a plus ou moins évident. La première, c'est que je vous donne une définition du travail chez Marx qui reprend à son compte. Marx écrit « Le domaine de la liberté commence là où cesse le travail déterminé par la nécessité et la finalité extérieure ». Donc, le travail est ce qui permet de passer du règne de la nécessité à celui de la liberté. Voilà pour l'œuvre avant-guerre, donc comprenez juste qu'il essaye de réconcilier machinisme et humanisme, et contrairement à tout un tas de critiques de l'époque, critiques romantiques du progrès, il n'est pas inquiet du développement de la civilisation technicienne à cette époque-là, y compris en pleine guerre. Pendant la guerre, c'est là où ça change. Ça change entre autres parce que ces concepts changent. Il ne parle plus de machinisme et d'humanisme, mais il parle de milieu naturel et milieu technique. Je reviendrai dessus, le milieu naturel, le milieu technique, c'est ce qui s'oppose au milieu naturel. Et donc ce couple milieu naturel, milieu technique vient remplacer le couple machinisme-humanisme dans ses écrits. Ce concept de nouveau milieu et de milieu technique naissent durant la guerre, et comme on en voit dans la plupart des articles qui sont publié là-dedans, donc plutôt autour des années 40-42. Le milieu technique, je reviendrai dessus, je l'ai dit. À cette époque, pendant la guerre, en 41 à Toulouse, il y a un colloque qui est organisé sur le travail et technique, et dans lequel il fait une intervention qui sera assez célèbre parce qu'on peut dire que c'est le début de la sociologie française du travail, qui s'appelle « Esquisse d'une psychosociologie du travail à la chaîne ». Esquisse d'une psychosociologie du travail à la chaîne, on est en 41, sera publié en 48. Comprenez bien que le travail, je prends l'exemple du travail à la chaîne, parce que ça aide à comprendre ce que c'est que le milieu technique pour Friedman. Le travail à la chaîne, c'est typiquement un milieu technique. Mais quand on dit milieu technique, il faut bien comprendre qu'il est... c'est une manière de dire que le milieu technique est toujours un milieu psychique, est toujours un milieu social. Le travail à la chaîne est un fait technique, et donc psychologique, et donc social. Dans ce et donc, je vous ai sa méthode. On part de la technique, à partir de là, on essaye de comprendre les effets psychologiques, et à partir de là, on essaye de comprendre les effets sociaux de l'introduction. Cet article, donc je disais, peut être considéré comme fondateur de la sociologie
du travail française. On y trouve les grandes lignes de sa thèse préparée avant-guerre. Il a la même méthode. La méthode, on peut la résumer comme ça. Le technique, je cite, le technique, le physiologique, le psychologique, le social sont inséparables. Donc, étudier et comprendre le milieu technique, c'est toujours comprendre que ce milieu technique est aussi un milieu psychique, c'est-à-dire qu'il détermine, si on parle comme Stigler, c'est psychotechnique, qui détermine votre manière de penser, votre manière de souvenir. C'est aussi, il y a des effets sociaux, voilà. Et puis il y a des effets physiologiques. Il suffit de repenser à Charlie Chaplin, on n'a pas les mêmes gestes, notre corps n'est pas le même, etc. Et quand, dans le milieu technique, change donc à des effets biologiques, psychologiques et sociaux. Sur le travail à la chaîne, on comprend bien son revirement. Au tout début, il est plutôt très enthousiaste quand il va en Russie. Le travail à la chaîne est une heureuse solution technique quand elle est accompagnée de la propriété des moyens de production, comme en URSS. C'est-à-dire, il peut être néfaste, mais quand on laisse le pouvoir aux ouvriers, entre guillemets, il est susceptible d'avoir des effets positifs. Durant la guerre, donc l'article dont je vous parle là, il soutient encore le travail à la chaîne, mais évidemment il critique sur ses effets aliénants, mais il pense qu'on peut l'améliorer, c'est-à-dire renverser ses effets aliénants, on peut l'humaniser comme les Américains l'ont tenté. Il écrit « On ne peut pas plus empêcher le travail à la chaîne qu'on ne peut empêcher la pluie de tomber ». Donc autrement dit, ça ne sert à rien de critiquer le travail à la chaîne, c'est une nécessité du progrès technique. Et par contre, on ne peut pas lutter contre la pluie qui tombe, mais on peut créer des parapluies, c'est la suite de la citation, susceptibles de contrer ces effets mauvais et de favoriser ces bons effets. Il croyait de plus en plus que le travail à la chaîne était une étape. Il a beaucoup eu de... À la fin, il peut déjeuner, mais c'est des débats qui sont extrêmement reposés aujourd'hui sur l'automation, maintenant des automatisations. Il pensait que petit à petit, évidemment, les ouvriers allaient être remplacés par des machines et que tout ce temps pris par les machines allait pouvoir libérer les ouvriers vers des tâches plus nobles, etc. etc. Aujourd'hui, on est encore là-dedans parce que le mouvement d'automatisation est de plus en plus grand. Le rêve d'Amazon, c'est tout automatisé. Et ils en sont pas tout à fait loin. Ils ont encore besoin de sous-mains pour livrer, mais... Voilà, la question c'est de savoir cette automatisation, elle va vers un accroissement de votre liberté ou non. Il y a de quoi en douter, il se posait plus ou moins les mêmes questions. J'arrive donc après-guerre. Je passe assez vite sur Friedman, parce que ce qui m'intéresse, c'est je vous ai dit, je vais très vite donc résumer un savoir, c'est-à-dire ce que j'ai lu sur Friedman, et ensuite je vais ouvrir avec des questions. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Après-guerre, une culture technique pour la civilisation technicienne. Après-guerre, il entreprend donc une psychosociologie du travail et des loisirs. Autant avant-guerre, il s'intéresse essentiellement au travail. Ensuite, il s'intéresse au milieu technique, et le milieu technique au travail, mais en dehors du travail. Donc il s'intéresse au milieu de production et au milieu de consommation. Travail et loisirs. Et il tente de faire une psychosociologie du milieu technique, de production et de consommation. Où va le travail humain? Il tente d'œuvrer avec les sciences humaines, donc il croit encore quand même à la force des sciences, à l'étude psychosociologique du milieu technique, en aiguisant ainsi chez nos contemporains la conscience de dangers secrets et quotidiens. Bon, en gros, si on est dominé par le milieu technique sans le connaître, on est aliéné. Mais si, grâce aux efforts de la science sociale, on prend connaissance de cette domination, alors petit à petit, on peut nommer ces dangers et s'en libérer. Je vous ai dit donc qu'il s'intéresse à la fois donc au milieu technique dans le travail et de plus en plus au milieu technique en dehors du travail. Il fonde le Centre des communications de masse et la revue Communication, toujours publiée d'ailleurs aujourd'hui. Et tous ces travaux porteront systématiquement après sur le milieu technique et sur ses effets
sur l'homme général et pas juste sur le travailleur. Donc je dis juste les titres. L'homme, le loisir et la civilisation technicienne. Le milieu technique, nouveaux modes de sentir et de penser. Et ces merveilleux instruments, essais sur les communications de masse. C'est merveilleux, c'est évidemment quelque peu ironique. Il se fait de plus en plus critique de ces communications de masse. Alors, des idées qui sont tout à fait ordinaires aujourd'hui, qu'il était moins à l'époque. De la publicité comme technique, de la création sans fin de besoins artificiels, etc. etc. Bon, je vais me concentrer sur son dernier livre. Parce que, vous l'avez vu, il a écrit plein de livres, on ne peut pas tout résumer en un quart d'heure. Son dernier livre est le plus intéressant, c'est pas son meilleur d'un point de vue philosophique, c'est probablement le plus intéressant d'un point de vue historiographique. Et je vais avoir un point de vue mitigé. À la fois, je suis pas d'accord, c'est-à-dire que ça m'excite pas trop intellectuellement, mais à la fois, d'un point de vue, on va dire, moral, ou citoyen, je n'ai pas beaucoup plus d'armes, et j'en ai même beaucoup moins que lui, pour affronter ce qu'il appelle la civilisation technicienne. Donc là, je m'appuie sur d'autres livres, des articles de Denis Ségrestin et autres. Bon. Il est structuré en 4 temps, le bouquin. Donc c'est le testament intellectuel de sa vie. La puissance ou la sagesse. La puissance et la sagesse. Et en fait, c'est la puissance ou la sagesse. Ce qui cherche à réconcilier les deux, la sagesse intérieure et la puissance extérieure. Mais il ne nous donne pas vraiment des armes concrètes. Je vous dis tout de suite, la seule solution qu'il y a, c'est l'éducation. Après avoir dit que la science ne nous sauvera pas, il dit quand même que seule l'éducation peut nous aider à affronter ce monde, cette civilisation technicienne au bord du chaos. Donc là, il énumère le chaos dans le premier chapitre, le premier livre. Mais il met côte à côte aussi bien le nucléaire. Bon, il y a énormément de littérature sur le seuil qu'est le nucléaire, Ander, Jasper qui cite, etc. Mais il met ça au même titre que l'aliénation de l'automobile. Si vous voulez comprendre l'aliénation automobile, tapez l'idéologie sociale de la bagnole sur votre moteur de recherche préféré, vous aurez un texte d'André Gorz qui apparaîtra. Vous prendrez de quoi il en ressort, mais il parle aussi du Concorde, aussi de la conquête spatiale qui aurait pu être un moment où l'humanité enfin se réunit dans un but commun, mais en fait elle est née de l'affrontement des blocs, donc pas du tout de l'humanité unie. Mais il parle aussi de l'ordinateur en 70 qui commence à poindre son nez, etc. Tout ça c'est au banc des accusés, il juge les effets néfastes que ça a sur la société. En gros, l'homme est désadapté, il souffre de cette désadaptation, il y a de plus en plus de solitude et de misère. Alors lui il dit pas misère symbolique comme Bernard Stiegler, il dit misère psychologique, mais de plus en plus de misère sociale où les gens se referme, etc. Il a un constat très pessimiste du devenir de la civilisation technicienne. Et même le travail, note-t-il, est l'objet d'une nouvelle aliénation. Alors c'est pas la même qu'avant. L'avant, ce qu'il condamnait vraiment au début, c'est le combat de toute sa vie, c'est la dépréciation des tâches au travail. Et il a sans cesse toujours voulu requalifier le travail, c'est-à-dire cesser de lutter contre les ouvriers ultra spécialisés pour en faire des qualifications plus générales, évidemment, plus valorisantes, etc. Mais il dit que là, le problème, c'est même plus ça, cette dépréciation des tâches, cet éclatement des tâches, d'où le titre « Travail en miettes », cette parcellisation des tâches, etc. Il dit là, le problème, c'est qu'on est dans une sorte de docilité à l'égard d'exigences techniques non dominées. Donc là, c'est plus le sens du travail qui questionne lui-même. C'est-à-dire, où en gros, c'est des discours qu'on entend souvent, on court après la technique, mais en gros, on fait des place, on ne sait même plus dans quelle science on court, si ce n'est sans cesse pour rattraper le retard qu'on a. Voilà, et sans cesse, il faut se réadapter au dernier logiciel, etc. Si on adapte ça au moment, mais sans trop bien qu'on comprenne la finalité de ce travail. Donc pour lui, il n'y a qu'une seule issue, c'est rendre l'homme supérieur à ses œuvres. Un mot, cette expression de l'homme supérieur à ses œuvres, il apprend à Emmanuel Mounier, et c'est étonnant parce que c'est typiquement le genre de type qui condamnait les critiques romantiques du progrès, personnalistes du progrès, qui condamnait quand il était jeune. Ces gens-là, à force de critiquer le progrès, ils ne nous donnent rien, etc. Bon, il reprend, et Emmanuel Mounier, dans ce livre, il le remet sur un piédestal et il reprend ses formules, l'homme supérieur à ses œuvres.
Bon, en gros, l'homme est dominé par la technique, il faudrait que la situation s'inverse, que les techniques dominent l'homme. Jusque-là, c'est vraiment des dialectiques tout à fait classiques, hein. On est maîtrisé par nos instruments de maîtrise, c'est la dialectique du maître et l'esclave. Nos machines, qui étaient d'abord de simples esclaves, se sont retournées, puis sont devenues des maîtres, etc. Mais une fois qu'il a dit ça, il y a quand même deux trucs sur lesquels il ne change pas. C'est là où il est intéressant. Il ne va pas critiquer le progrès technique, et c'est là où il ne va pas tomber dans Ellul. J'ai dit, oui, parce que j'ai dit que je ferais des ponts, je voulais vous parler de Stigler en introduction, j'ai oublié, je voulais parler d'Ellul en introduction et j'ai oublié. Juste sur Ellul, qu'on comprenne bien, le milieu technique, il reprendra dans le premier livre d'Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, 54, il reprendra le concept de milieu technique à Friedman. Dans le livre qui a d'après, le système technique, le système technicien, il abandonne progressivement le concept de milieu technique pour le concept de système technique. On va dire des mots, c'est des mots. Non, tout change. Parce que le milieu, il n'est pas indépendant de nous. Tandis que le système est indépendant de nous. Et dès lors, c'est deux visions différentes. Parce que, au sens propre, on ne peut pas dire qu'on est désadapté à notre milieu, puisque notre milieu, il laisse un couple structurel avec nous. On n'en est pas séparable. Le système, dès lors qu'il devient autonome, indépendant, comme chez Ellul, bah, évidemment, on peut parler ensuite en termes de qui va dominer l'autre. Donc, il passe lui-même du milieu au système technique. Le système qui viendrait dominer, indépendant, qui aurait une évolution quasiment autonome et qui viendrait dominer. Mais pourtant, il ne tombe pas dans Ellul, c'est-à-dire qu'il reste technophile, on va dire. C'est quand même un homme qui a passé sa vie à accompagner, qui a fait des études d'ingénierie, qui a passé sa vie à accompagner les apprentis, et il ne peut pas renier tout ce qu'il a fait. Donc il y a deux refus en fait qui se refusent, et c'est évidemment de s'opposer, il essaye de se revenir dans la voie moyenne, ce qui est difficile. Tu m'as dit 3/4 d'heure, mais ça donne quoi parce que j'ai déjà oublié à quelle heure j'avais commencé. J'ai encore 20 minutes, ça va aller. Le premier refus revient à dire qu'on perdrait son temps à vouloir revenir en arrière. Donc une fois qu'on a dit que la civilisation technicienne produisait plein d'effets pervers, néfastes, il ne dit pas pour autant revenons à un idéal artisanal, paysan, qui est toute une voie aujourd'hui, disons le slow design, le low tech, etc. Et plutôt cette portée. Quoique là évidemment, c'est pas si simple. Mais il ne dit pas qu'il faudrait revenir en arrière, lutter contre le progrès technique. Il dit que l'heure n'est pas à pleurer sur le désenchantement du monde. Il dit quelque chose donc là d'intéressant, de fondamental. Je pense que le destin de toute société est de produire du sens. Jusque-là, oui. Alors dès lors qu'on veut revenir en arrière, on s'empêche le destin de ça qu'on peut dire que c'est le début de la sociologie française du travail, qui s'appelle Esquisse d'une psychosociologie du travail à la chaîne. Esquisse d'une psychosociologie du travail à la chaîne, on est en 41, sera publié en 48. Comprenez bien que le travail, je prends l'exemple du travail à la chaîne, ça aide à comprendre ce que c'est que le milieu technique pour Friedman. Le travail à la chaîne, c'est typiquement un milieu technique. Mais quand on dit milieu technique, il faut bien comprendre qu'il est, c'est une manière de dire que le milieu technique est toujours un milieu psychique et toujours un milieu social. Le travail à la chaîne est un fait technique, et donc psychologique, et donc social. Dans ce et donc, je vous ai sa méthode. On part de la technique, à partir de là, on essaye de comprendre les effets psychologiques, et à partir de là, on essaye de comprendre les effets sociaux de l'introduction. Cet article, donc je disais, peut être considéré comme fondateur de la sociologie du travail française. On y trouve les grandes lignes de sa thèse préparée avant-guerre. Il a la même méthode, on peut la résumer comme ça. Je cite, le technique, le physiologique, le psychologique, le social sont inséparables. Donc étudier et comprendre le milieu technique, c'est toujours comprendre que ce milieu technique est aussi un milieu psychique, c'est-à-dire qu'il détermine, si on parle comme Stigler, c'est psychotechnique, qui détermine votre manière de penser, votre manière de souvenir. C'est aussi, il y a des effets sociaux. Voilà. Et puis il a des effets physiologiques, il suffit de repenser à Charlie Chaplin, on n'a pas les mêmes gestes, notre corps n'est pas le même, etc. Et quand dans un milieu technique, change donc à des effets biologiques, psychologiques et sociaux. Sur le travail à la chaîne, on comprend bien son revirement.
Au tout début, il est plutôt très enthousiaste quand il va en Russie. Le travail à la chaîne est une heureuse solution technique quand elle est accompagnée de la propriété des moyens de production, comme en URSS. C'est-à-dire, il peut être néfaste, mais quand on laisse le pouvoir aux ouvriers, entre guillemets, il est susceptible d'avoir des effets positifs. Durant la guerre, donc l'article dont je vous parle là, il soutient encore le travail à la chaîne, mais évidemment il critique sur ses effets aliénants, mais il pense qu'on peut l'améliorer, c'est-à-dire renverser ses effets aliénants, on peut l'humaniser comme les Américains l'ont tenté. Il écrit « On ne peut pas plus empêcher le travail à la chaîne qu'on ne peut empêcher la pluie de tomber ». Donc autrement dit, ça ne sert à rien de critiquer le travail à la chaîne, c'est une nécessité du progrès technique. Et par contre, on ne peut pas lutter contre la pluie qui tombe, mais on peut créer des parapluies, c'est la suite de la citation, susceptibles de contrer ces effets mauvais et de favoriser ces bons effets. Il croyait de plus en plus que le travail à la chaîne était une étape. Il a beaucoup eu de... À la fin, il peut déjeuner, mais c'est des débats qui sont extrêmement reposés aujourd'hui sur l'automation, maintenant, des automatisations. Il pensait que petit à petit, évidemment, les ouvriers allaient être remplacés par des machines et que tout ce temps pris par les machines allait pouvoir libérer les ouvriers vers des tâches plus nobles, etc., etc. Aujourd'hui, on est encore là-dedans parce que le mouvement d'automatisation est de plus en plus grand. Le rêve d'Amazon, c'est tout automatisé. Et ils en sont pas tout à fait loin. Ils ont encore besoin de sous-main pour livrer, mais... Voilà, la question c'est de savoir est-ce que cette automatisation, elle va vers un accroissement de votre liberté ou non. Il y a de quoi en douter, il se posait plus ou moins les mêmes questions. J'arrive donc après-guerre. Je passe assez vite sur Friedman, parce que ce qui m'intéresse, c'est je vous ai dit, je vais très vite donc résumer un savoir, c'est-à-dire ce que j'ai lu sur Friedman, et ensuite je vais ouvrir avec des questions. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Après-guerre, une culture technique pour la civilisation technicienne. Après-guerre, il entreprend donc une psychosociologie du travail et des loisirs. Autant avant-guerre, il s'intéresse essentiellement au travail. Ensuite, il s'intéresse au milieu technique, et le milieu technique au travail, mais en dehors du travail. Donc il s'intéresse au milieu de production et au milieu de consommation. Travail et loisirs. Et il tente de faire une psychosociologie du milieu technique, de production et de consommation. Où va le travail humain? Il tente d'œuvrer avec les sciences humaines, donc il croit encore quand même à la force des sciences, à l'étude psychosociologique du milieu technique, en aiguisant ainsi chez nos contemporains la conscience de dangers secrets et quotidiens. Bon, en gros, si on est dominé par le milieu technique sans le connaître, on est aliéné. Mais si, grâce aux efforts de la science sociale, on prend connaissance de cette domination, alors petit à petit, on peut nommer ces dangers et s'en libérer. Je vous ai dit donc qu'il s'intéresse à la fois donc au milieu technique dans le travail et de plus en plus au milieu technique en dehors du travail. Il fonde le Centre des communications de masse et la revue Communication, toujours publiée d'ailleurs aujourd'hui. Et tous ces travaux porteront systématiquement après sur le milieu technique et sur ses effets sur l'homme général et pas juste sur le travailleur. Donc je dis juste les titres. L'homme, le loisir et la civilisation technicienne. Le milieu technique, nouveaux modes de sentir et de penser. Et ces merveilleux instruments, essais sur les communications de masse. C'est merveilleux, c'est évidemment quelque peu ironique. Il se fait de plus en plus critique de ces communications de masse. Alors, des idées qui sont tout à fait ordinaires aujourd'hui, qu'il était moins à l'époque. De la publicité comme technique, de la création sans fin de besoins artificiels, etc., etc. Bon, je vais me concentrer sur son dernier livre,
Vous l'avez vu, il a écrit plein de livres, on ne peut pas tout résumer en un quart d'heure. Son dernier livre est le plus intéressant, c'est pas son meilleur d'un point de vue philosophique, c'est probablement le plus intéressant d'un point de vue historiographique. Et je vais avoir un point de vue mitigé. À la fois, je suis pas d'accord, c'est-à-dire que ça m'excite pas trop intellectuellement, mais à la fois d'un point de vue, on va dire, moral ou citoyen, je n'ai pas beaucoup plus d'armes, et j'en ai même beaucoup moins que lui, pour affronter ce qu'il appelle la civilisation technicienne. Donc là, je m'appuie sur d'autres livres, des articles de Denis Ségrestrin et autres. Bon. Il est structuré en 4 temps, le bouquin. Donc c'est le testament intellectuel de sa vie. La puissance et ou la sagesse. La puissance et la sagesse. Et en fait, c'est la puissance ou la sagesse. Ce qui cherche à réconcilier les deux, la sagesse intérieure et la puissance extérieure. Mais il ne nous donne pas vraiment des armes concrètes. Je vous dis tout de suite, la seule solution qu'il y a, c'est l'éducation. Après avoir dit que la science ne nous sauvera pas, il dit quand même que seule l'éducation peut nous aider à affronter ce monde, cette civilisation technicienne au bord du chaos. Donc là, il énumère le chaos dans le premier chapitre, le premier livre. Mais il met côte à côte aussi bien le nucléaire. Bon, il y a énormément de littérature sur le seuil qu'est le nucléaire, Ander, Jasper qui cite, etc. Mais il met ça au même titre que l'aliénation de l'automobile. Si vous voulez comprendre l'aliénation de l'automobile, tapez l'idéologie sociale de la bagnole sur votre moteur de recherche préféré, vous aurez un texte d'André Gorz qui apparaîtra. Vous prendrez de quoi il en ressort, mais il parle aussi du Concorde, aussi de la conquête spatiale qui aurait pu être un moment où l'humanité enfin se réunit dans un but commun, mais en fait elle est née de l'affrontement des blocs, donc pas du tout de l'humanité unie. Mais il parle aussi de l'ordinateur en 70 qui commence à poindre son nez, etc. Tout ça, c'est au banc des accusés. Il juge les effets néfastes que ça a sur la société. En gros, l'homme est désadapté. Il souffre de cette désadaptation. Il y a de plus en plus de solitude et de misère. Alors lui, il ne dit pas misère symbolique comme Bernard Stiegler. Il dit misère psychologique, mais de plus en plus misère sociale où les gens se referme, etc. Il a un constat très pessimiste du devenir de la civilisation technicienne. Et même le travail, note-t-il, est l'objet d'une nouvelle aliénation. Alors c'est pas la même qu'avant. L'avant, ce qu'il condamnait vraiment au début, c'est le combat de toute sa vie, c'est la dépréciation des tâches au travail. Et il a sans cesse toujours voulu requalifier le travail, c'est-à-dire cesser de lutter contre les ouvriers ultra spécialisés pour en faire des qualifications plus générales, évidemment, plus valorisantes, etc. Mais il dit que là, le problème, c'est même plus ça, cette dépréciation des tâches, cet éclatement des tâches, d'où le titre « Travail en miettes », cette parcellisation des tâches, etc. Il dit là, le problème, c'est qu'on est dans une sorte de docilité à l'égard d'exigences techniques non dominées. Donc là, c'est plus le sens du travail qui questionne lui-même. C'est-à-dire, où en gros, c'est des discours qu'on entend souvent, on court après la technique, mais en gros, on fait des place, on ne sait même plus dans quelle science on court, si ce n'est sans cesse pour rattraper le retard qu'on a. Voilà, et sans cesse, il faut se réadapter au dernier logiciel, etc. Si on adapte ça au moment, mais sans trop bien qu'on comprenne la finalité de ce travail. Donc pour lui, il n'y a qu'une seule issue, c'est rendre l'homme supérieur à ses œuvres. Un mot, cette expression de l'homme supérieur à ses œuvres, il apprend à Emmanuel Mounier, et c'est étonnant parce que c'est typiquement le genre de type qui condamnait les critiques romantiques du progrès, personnalistes du progrès, qui condamnait quand il était jeune. Ces gens-là, à force de critiquer le progrès, ils ne nous donnent rien, Bon, il reprend Emmanuel Mounier dans ce livre et il le remet sur un piédestal et il reprend ses formules, l'homme supérieur à ses œuvres. Bon, en gros, l'homme est dominé par la technique, il faudrait que la situation s'inverse, que les techniques dominent l'homme. Jusque-là, c'est vraiment des dialectiques tout à fait classiques. On est maîtrisé par nos instruments de maîtrise, c'est la dialectique du maître et l'esclave. Nos machines, qui étaient d'abord de simples esclaves, se sont retournées puis sont devenues des maîtres, etc. Mais une fois qu'il a dit ça, il y a quand même deux trucs sur lesquels il ne change pas. C'est là où il est intéressant. Il ne va pas critiquer le progrès technique et c'est là où il ne va pas tomber dans Ellul. J'ai dit, oui, parce que j'ai dit que je ferais des ponts, je voulais vous parler de Stiegler en introduction, j'ai oublié, je voulais parler d'Ellul en introduction et j'ai oublié. Juste sur Ellul, qu'on comprenne bien, le milieu technique, il reprendra dans le premier livre d'Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, 54, il reprendra le concept de milieu technique à Friedman.
dans le livre qui a d'après, le système technique, le système technicien, il abandonne progressivement le concept de milieu technique pour le concept de système technique. On va dire des mots, c'est des mots. Non, tout change. Parce que le milieu, il n'est pas indépendant de nous. Tandis que le système est indépendant de nous. Et dès lors, c'est deux visions différentes. Parce que, au sens propre, on ne peut pas dire qu'on est désadapté à notre milieu, puisque notre milieu, c'est un couple structurel avec nous. On n'en est pas séparable. Le système, dès lors qu'il devient autonome, indépendant, comme cellule, bah, évidemment, on peut parler ensuite en termes de qui va dominer l'autre. Donc, il passe lui-même du milieu au système technique. Le système qui viendrait dominer, indépendant, qui aurait une évolution quasiment autonome et qui viendrait dominer. Mais pourtant, il ne tombe pas dans les luttes, c'est-à-dire qu'il reste technophile, on va dire. C'est quand même un homme qui a passé sa vie à accompagner, qui a fait des études d'ingénierie, qui a passé sa vie à accompagner les apprentis, et il ne peut pas renier tout ce qu'il a fait. Donc il y a deux refus en fait qui se refusent, et c'est évidemment de s'opposer, il essaye de se revenir dans la voie moyenne, ce qui est difficile. Tu m'as dit 3 quarts d'heure, mais ça donne quoi parce que j'ai déjà oublié à quelle heure j'avais commencé. J'ai encore 20 minutes, ça va aller. Le premier refus revient à dire qu'on perdrait son temps à vouloir revenir en arrière. Donc une fois qu'on a dit que la civilisation technicienne produisait plein d'effets pervers, néfastes, il ne dit pas pour autant revenons à un idéal artisanal, paysan, qui est toute une voie aujourd'hui. Disons le slow design, le low tech, etc. Et plutôt, c'est le bordel. Quoique là évidemment, c'est pas si simple. Mais il ne dit pas qu'il faudrait revenir en arrière, lutter contre le progrès technique. Il dit que l'heure n'est pas à pleurer sur le désenchantement du monde. Il dit quelque chose donc là d'intéressant, de fondamental. Je pense que le destin de toute société est de produire du sens. Jusque-là, oui. Alors dès lors qu'on veut revenir en arrière, on s'empêche le destin de s'accomplir. Un exemple, mais où va le travail aujourd'hui humain? On ne pourrait pas poser la question dans les mêmes termes, parce que notre préoccupation, c'est le chômage. Chômage qui ne cesse que d'augmenter. Il y a une certitude, c'est que le chômage ne baissera pas. Donc si vous votez pour quelqu'un dans le but qu'il fasse voter le chômage, vous vous trompez. Personne ne baissera le chômage. C'est une tendance lourde dans tous les pays riches, dans tous les pays développés. Donc la question, c'est pas comment va-t-on faire pour baisser le chômage, ça c'est personne n'a la solution, ni à droite ni à gauche. C'est comment éventuellement repenser le travail de telle sorte à ce que les chômeurs ne soient pas des bons à rien, sans emploi, qui servent à rien, pas d'utilité, pas de travail au sens de fonction sociale. Ça, c'était la première piste, mais pour dire que bon, aujourd'hui, parce qu'on est passé du travail à l'emploi, tout un tas de questions est mobilisé. Et évidemment, une des grandes questions, c'est la place du numérique et de sa disruption dans ce monde du travail. C'est un point très important, parce que sur le numérique, c'est précisément, lui, il a analysé le monde du travail et le monde technique. C'est le premier milieu technique. C'est comme si, avant, par exemple, il y avait la télé, mais la télé, on l'utilisait peu dans le monde du travail. C'est comme s'il y avait un seul et même milieu technique qui était désormais le même pour le monde du travail que pour le monde du loisir, le monde de la production et le monde de la consommation. Si bien que les frontières sont les activités même des travailleurs sont parfois comparables, les comptes privés et professionnels sont parfois confondus, etc. Bref, le milieu numérique vient mettre à mal une distinction qui était très chère à Friedman, c'est celle du travail et du loisir. Où va la culture technique? Bon, il a écrit un opuscule qui s'appelle « Pour l'unité de l'enseignement, humanisme du travail et humanité ». Contre le technicisme et la technologie, cherche à former des ingénieurs humanistes comme vous, etc. Mais le propos reste toujours très général. C'est précisément parce que notre milieu est technique que nous avons besoin de suppléments d'humanité. Il faut que la culture technique soit largement et profondément humaniste si l'on veut permettre aux hommes chargés à tous les échelons de la sévère responsabilité de manier les techniques, de les dominer, de dominer leur milieu au lieu d'être dominés par lui quotidiennement, etc. etc. Bon, je termine la citation, mais voilà, on est général. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez plus humaniste afin d'être dominé le milieu plutôt que dominé par lui. Tout ça, je l'avais déjà dit. Sur ce concept de culture technique,
je dirais, j'ai ouvert sur Simondon, il y a vraiment deux manières de le voir. Friedman, l'homme friedmanien doit dominer son milieu technique grâce à une culture technique par opposition à une culture technicienne, je viens de vous le dire. Mais si on oppose à l'homme de Simondon, il doit au contraire se laisser ouvrir par la technique, par le centre d'opérativité technique. Et la culture technique découle de cette ouverture. Je vais essayer de vous le dire plus simplement. Dans un cas, la culture technique, ça reste malgré tout, même s'il s'en défendrait probablement, apporter une culture de sciences humaines et sociales aux ingénieurs, histoire d'élargir leur conscience et d'en faire des humanistes et pas juste des techniciens bornés et spécialistes. Donc c'est vraiment les SHS qui arrivent dans ce pays et qui viennent vous éduquer pour que vous soyez plus éclairés et citoyens et pas juste. Donc c'est une vision qui est unilatérale. En gros, tandis qu'on ne comprend pas bien, alors même qu'il a introduit le concept du milieu technique, a modifié la sociologie du travail, mais dans son concept de culture technique, on ne comprend pas bien ce que la technique peut apporter à la philosophie, aux sciences humaines, etc. Tandis que chez Simondon, la culture technique est essentielle parce que la technique vient modifier les concepts même comme celui de travail essentiel aux sciences humaines et sociales. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chez Simondon, il y a plus le mouvement inverse de comment, en s'intéressant à la technique, à sa réalité, plus qu'à son usage, comment elle est susceptible de modifier la conception même de la culture chez ces humanistes que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui ont une formation en humanité. Donc je préfère vraiment, c'est-à-dire qu'il faut voir que, voilà, il y a les deux tensions. Bon, aujourd'hui, culture technique. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Je ne vais pas non plus répondre à la question. Culture technique, aujourd'hui, on peut dire, ok, les informaticiens, c'est les nouveaux scribes. Donc des questions mais essentielles, je vais juste les soumettre. Mais est-ce qu'on peut avoir une culture technique en milieu numérique sans savoir coder comme moi? C'est des débats qu'on peut avoir avec Serge Bouchardon, à qui j'ai travaillé par ailleurs. C'est des vraies questions. C'est-à-dire que si la culture technique présuppose un savoir-faire technique, alors non, il ne peut pas y avoir de littératie numérique sans un minimum de culture du code par laquelle je ne serai plus absolument gouverné par les algorithmes invisibles qui trament nos existences, mais je pourrais petit à petit essayer de comprendre leur logique et donc me positionner comme un être intelligent face à elles et les dompter le cas échéant, les éviter et d'autres, etc. Ou alors on dit non, il n'y a pas besoin forcément de coder, mais par contre il faut vraiment évidemment de la culture technique, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la vision du monde prônée par Google, quelle est la vision du monde prônée par Facebook, quelle est la vie, etc. pour soi-même se donner des armes de ne pas être dominé complètement par, pour reprendre les termes, voilà, par la gouvernementalité de ces algorithmes qui tissent les trames de nos existences. Donc rien que sur la culture numérique, la simple question de savoir est-ce que oui ou non il faut se faire informaticien pour être en mesure de dominer le milieu technique est une vraie question qui n'est pas floue. C'est-à-dire ça a des répercussions essentielles sur la manière dont on introduit le numérique à l'école. Soit voilà, on dit qu'il faut introduire des cours de code en technologie, soit on essaie d'introduire le numérique, comme on a fait avec le projet précis, dans le cours de français par exemple, et on montre que même sans avoir de culture du code, il est possible de réfléchir à ce que c'est qu'un algorithme, à le poids des logiciels qu'on utilise, etc., y compris en cours de français, français donc humanité par excellence, et numérique, milieu technique par exemple. Donc voilà, mais sur la question de qu'est-ce qu'une culture technique en numérique, j'ouvre juste les questions. Philosophie du milieu, je terminerai, parce que c'est la seule chose sur laquelle je suis spécialiste, un peu le concept de milieu. Et donc, 32 minutes, tu me laisses encore... il est 32 2 minutes. 2 minutes. Je lis Edgar Morin. Une nouvelle conception de l'écologie sociale apparaît qui n'est pas celle des géographes. C'est une conception les objets, artefacts de la civilisation technicienne et implicitement l'ensemble des phénomènes de la société moderne constituent pour les individus, les groupes, les institutions, un milieu, un écosystème. George Friedman est le pionnier de l'écologie sociale. Pour certains, donc, c'est le pionnier de l'écologie sociale et de l'écologie technique.
C'est-à-dire essayer de penser en termes d'écosystème, en termes d'écologie, ce milieu technique qui est le nôtre. Bon, le concept de milieu technique, j'ai d'abord résumé ce pourquoi tous ceux qui l'emploient, y compris Feynman, sont d'accord. Un milieu, ce n'est pas un simple environnement. Donc comprenez que milieu n'est pas un simple environnement. L'environnement, il est extérieur. Le milieu, il est à la fois intérieur et extérieur. Je vais vous le dire en termes stiglériens. Si l'extériorisation qu'est la technique, l'artefact, l'organe, l'organologie, l'extériorisation qu'est la technique est constitutive de notre intériorité. Mais elle est précédée par aucune intériorité. Autrement dit, le milieu, il est à la fois intérieur et extérieur. Ça, c'est valable chez Leroi-Gourhan, qui le dit explicitement. C'est valable chez Friedman, c'est-à-dire que le milieu technique, c'est pas juste des moyens extérieurs. C'est proprement un milieu, c'est-à-dire que ça constitue notre être intérieur. La manière dont on projette l'extérieur aussi. Donc ça, c'est un point fondamental de distinction. Si vous voulez, en termes techniques, ça rejoint l'opposition moyen milieu. C'est-à-dire que la technique n'est pas un simple moyen dont on pourrait se débarrasser une fois qu'on aurait fini, moyen qui ne dirait rien des fins à accomplir, etc. La technique est vraiment un milieu qui n'est pas un simple moyen neutre. C'est un milieu qui est aussi bien le moyen et la fin de la connaissance. Pour prendre l'exemple du LHC, dire de la technique, pourquoi on parle de technosciences pour le LHC dont il était question avant, c'est que là la technique, c'est pas juste un moyen de connaissance, cette machine, c'est à la fois, c'est ce qui produit l'objet de même, la connaissance. C'est pas juste un moyen qui viendrait et puis qu'on pourrait se passer, non, c'est à la fois la médiation de tous ces gens dont on a vu, de tous ces humains et non humains, mais l'espace-temps dans lequel vient s'inscrire la connaissance. C'est ce qui crée, c'est pour ça qu'on parle de technoscience, c'est que la technique, la machine vient créer le milieu même de la connaissance. Donc, ça, c'est les thèses sur lesquelles tous les penseurs du milieu technique, dans lesquels on peut mettre Leroi-Gourhan, Friedman, Bernard Stiegler que j'ai cité, mais dans lesquels on pourrait même mettre Bruno Latour, dont vous avez entendu parler, qui oppose pas moyen-milieu comme je viens de le faire, mais intermédiaire et médiation. L'intermédiaire, c'est pas très utile, la médiation reconfigure tout, une technique reconfigure tous les pôles qu'elle a. Bon. Ça, la philosophie du milieu, on est d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on sait qu'on ne peut plus considérer les objets comme des simples objets qui seraient face à nous. Mais ça pose des problèmes immenses en termes de philosophie. Je vais juste poser des questions. Friedman questionne la connaissance du milieu technique et il a sans cesse toute sa vie essayer de comprendre le milieu technique et les effets qu'il a. Du travail à la chaîne, à la télévision, à ce que vous voulez. Une technique, il essaie de comprendre la connaissance de ce milieu technique et des effets psychosociaux qu'il a. Mais il questionne peu le milieu technique de la connaissance, c'est-à-dire la technique nécessaire à notre propre connaissance. C'est-à-dire quelles sont nos techniques qui me permettent d'énoncer un semblant de connaissance, en quoi elles modifient ma connaissance elle-même, ce que feraient les humanités numériques aujourd'hui avec numérique. Donc juste deux questions, et je vais partir de Uexküll, juste pour faire comprendre la question. Uexküll, c'est un éthologue qui a opposé milieu et environnement, tel que je viens de vous le faire, de manière fondamentale. Pour vous faire comprendre, juste là, on est tous dans le même environnement. On va imaginer qu'il y a aussi une mouche dans la salle et une tique à côté de moi. Ben, on est tous dans le même environnement, objectif. On partage tous ce même lieu. On est tous dans le même lieu, si vous voulez, environnement. Mais on ne partage pas le même milieu. Si vous mettez une mouche, elle ne verra pas les mêmes choses que vous, elle ne sentira pas les mêmes choses que vous, le temps ne passera pas à la même vitesse et l'espace n'aura pas les mêmes propriétés que pour le vôtre. Si vous mettez une tique, c'est encore différent. Donc en gros, vous avez autant de milieux que d'espèces. La question, c'est évidemment pour l'homme, est-ce que la question se pose, est-ce qu'il y a autant de milieux que d'individus et non plus d'espèces? C'est-à-dire, est-ce que... voilà. Mais comprenez bien qu'on peut tous partager le même lieu, en tout cas, on ne peut pas partager le même milieu. Ça, c'est la base du Uexküll. Mais il y a une citation qui va m'intéresser dans son livre, et il dit qu'il faut arrêter de penser, on a toujours... Parce que c'est une critique de l'éthologie expérimentale. On place des animaux dans un milieu qui n'est pas le leur, dans un environnement qui est le nôtre, en fait, et on confond notre milieu avec l'environnement objectif. Et donc on ne comprend rien aux animaux parce qu'on les place dans des milieux artificiels qui ne sont pas les leurs, alors qu'un animal, on ne peut le comprendre que si on a compris son milieu qui le fait bien. Il a une phrase, il dit « La technique nous permet
l'homme s'est donné des moyens d'action, de perception et d'action qui permettent d'élargir son milieu. Typiquement le microscope, télescope, évidemment. La technique a élargi notre milieu. Mais aucune technique ne nous permet de sortir de notre milieu. Ça, c'est une vraie question. Alors, si vous dites avec Westphal, aucune technique ne nous permet de sortir de notre milieu, vous avez une théorie de la connaissance qui n'est pas la même, que la technique nous permet de toucher ce milieu de tous les milieux, ce qu'on appelle le monde objectif. C'est-à-dire cette réalité qui serait commune à la tique, à la mouche, à l'homme, à qui vous voulez, à tout observateur indépendant. Donc, c'est des simples questions. Soit la technique nous permet de sortir de notre milieu, et donc de toucher quelque chose comme le monde, soit elle ne nous permet pas comme le prétend Westphal. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de monde objectif qui serait atteignable par là. Autre question que je ne résolverai pas non plus, mais pour vous dire que le concept de milieu, c'est une question toute bête, là on y a, c'est est-ce que les robots, une fois que je vous ai dit que la tique, on peut pas, un être vivant se définit par le milieu qu'il crée. Donc on ne peut pas penser le vivant indépendamment de son milieu et évidemment c'est une relation forte qui crée les termes qu'elle relie. Une fois que je vous ai dit ça, la question c'est de savoir évidemment est-ce que les robots ont un Umwelt. Umwelt c'est le terme de milieu au sens fort tel que je vous le dis chez Westphal. Est-ce que les robots ont vraiment un milieu et pas juste un environnement? Ça c'est des questions. Si vous répondez oui, alors vous croyez à la vie artificielle au sens fort. Si vous répondez non, alors vous pensez que la vie artificielle reste une métaphore. Et je terminerai. Tu me laisses encore 2 minutes? 1 minute. Bon. Sur 2 questions ouvertes. Friedman, il dit le milieu technique, c'est un concept qu'il utilise en tant que sociologue, mais il a aussi une thèse d'historien. C'est-à-dire qu'il est né le milieu technique dans l'histoire. Pendant longtemps, l'homme vivait dans un milieu naturel, avec des techniques, bien sûr, mais dans un milieu naturel, c'est-à-dire que l'essentiel des stimulants auxquels il réagissait venait de la nature. Pour le dire très vite, il vivait encore avec le rythme du soleil, etc. Et lui, il pense que le milieu technique est né avec la révolution industrielle. Le milieu technique, c'est vraiment ce qui s'oppose au milieu naturel. C'est-à-dire que c'est le moment de l'humanité où l'ensemble de nos stimulants, de nos déterminants, enfin de l'ensemble de stimuli extérieurs qui constituent notre réalité perceptible est artificiellement créé. Donc, et si bien qu'on n'est plus du tout dépendant des contingences naturelles, on peut vivre la nuit, on peut vivre sous tous les climats, etc. etc. On n'est plus, le rythme biologique se sépare. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question que de savoir si on accepte ou pas cette thèse de Friedman. C'est-à-dire l'idée que le milieu technique aurait remplacé le milieu naturel. Pour le dire très vite, aujourd'hui on réfléchit beaucoup à l'anthropocène. Moi je viens d'écrire un article, l'anthropocène c'est une question, il ne faut pas le prendre comme une réponse. Hein. Déjà le simple fait de comment l'homme, moi j'appelle ça technocène, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous expliquer pourquoi là. Mais on peut dire en gros que depuis 1945, date symbolique d'une explosion nucléaire, date qui est aussi le début de la grande accélération de l'anthropocène. Vous tapez grande accélération sur votre moteur de recherche, vous verrez à quoi je fais référence. Le moment où tous les indicateurs s'accélèrent. Et la naissance du milieu technique. Donc, en gros, après Friedman, il y a toute une réflexion beaucoup plus poussée sur qu'est-ce que c'est que ce milieu technique. C'est-à-dire, Paul Eluard parle de monde clos. Créé par les 3 technologies de la guerre froide. La bombe nucléaire, la conquête spatiale qui nous permet de sortir de la Terre et de voir la bulle comme un clos, et les ordinateurs qui nous permettent de tout rouler. Et cette question de savoir si le milieu technique comme substitut complet au milieu naturel, c'est-à-dire que plus jamais on en trouvera le milieu naturel, et que définitivement Gaïa est un système technique, Gaïa c'est la Terre, c'est une vraie question qui est éminemment débattue. Et parce que quand même, c'est ce que je voulais développer, culture technique, milieu technique, et j'arrêterai là-dessus, 1 minute. Comment rassembler les 2 questions?
Je vous ai dit qu'on a pu le dire écologue. Il y a un truc qui manque. Parce que tout à la fin, ces crises sur la civilisation 70, sur la civilisation technicienne, c'est en gros les inquiétudes des écologistes, mais sans l'écologie. L'écologie, ça naît à peu près dans les années 70, l'écologie politique à la même époque. Donc il n'a pas encore le mot écologie. Donc, mais il se pose plein de questions d'écologie. Et toute la question aujourd'hui de milieu technique, culture technique, pour essayer de terminer sur une note positive, je pense que la culture technique, avant toute chose, plutôt que d'être la culture sur la technique, c'est avant tout un problème de conception. Alors, il y a des objets, donc c'est pour le milieu technique avec culture technique. Comment faire en sorte que notre milieu, et je vais terminer sur le numérique, favorise une culture technique, mais dans la conception même des objets. Et en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ce quoi je bosse, parce que là, je ne sais pas du tout ce sur quoi je bosse, c'est en gros tout ce qui lie l'open design et l'éco-design. Tout ce qui lie le mouvement de l'open. Le mouvement de l'open ouvre l'objet. Ouvre la boîte noire de l'objet, donne les connaissances, donne le code source de l'objet à même l'objet. C'est-à-dire qu'il ouvre vraiment l'objet, et dans la conception même de l'objet, il y a quelque chose comme une culture technique. Donc ça, je crois que le mouvement de l'open, du free, etc., est actuellement un geste essentiel de culture technique. Mais pour aller, et que ce mouvement, comme plein de mouvements le fait, il y a un lien évident entre l'open design, cette culture du libre, et l'éco-design, le fait de faire des objets durables et susceptibles de faire en sorte que notre technocène ou l'anthropocène ne nous mène pas, parce que au cas où vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas de philosophie en Canada, ne nous mène pas dans le mur comme c'est clairement annoncé par les experts. Voilà, je vous remercie de votre attention.